Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-45, lundi 2 avril. Voici les titres. 36 jours de grève en perspective à la SNCF. Le mouvement des cheminots commence dès ce soir et devrait être très suivi puisque 77% des conducteurs déclarent y participer. Une grève qui s'étalera sur 3 mois. Une grève perlée, très redoutée par les professionnels du tourisme puisque les ponts du mois de mai devraient être touchés. En revanche, les moyens de transport alternatifs devraient, eux, être avantagés. Combien de fois actionnez-vous la chasse d'eau dans une journée ? Eh bien, à chaque fois, ce sont 6 à 9 litres d'eau potable qui sont utilisés. Un non-sens, selon un plombier qui interpelle le président Macron dans une vidéo. Il y dévoile un système ingénieux qu'il a développé. Lapin, ourson, œuf, la chasse aux gourmandises chocolatées se poursuit bien sûr en ce lundi de Pâques. Et une chocolaterie est particulièrement publicitée dans l'Isère, la Maison Bonnat, une entreprise familiale qui collectionne les récompenses internationales, vous verrez. Enfin, un week-end prolongé qui se prête aux sorties au cinéma, où 4 comédies françaises sont à l'affiche. Des comédies qui rencontrent un immense succès cette année, dont Les Tuches 3, La Ch'tite Famille et plus récemment, Tout le monde debout. Nous y reviendrons. C'est bientôt parti pour 36 jours de grève, une grève longue qui commence en fait dès ce soir 19h. Elle sera perlée puisque le principe, vous le savez, c'est 2 jours d'arrêt de travail, 3 jours travaillés et ainsi de suite. 77% des conducteurs ont déclaré participer au mouvement demain et mercredi. C'est dire si la grève va être suivie. Emmanuel Michel et Marion Lawamène. Tous les matins depuis septembre, Aurélien emprunte la ligne Arras-Paris pour se rendre à son stage. Les 36 jours de grève annoncés jusqu'au 28 juin riment pour lui avec galère. Je vais essayer de trouver des personnes pour me loger, mais c'est pas facile non plus. Du coup, je pense que je vais faire comme la plupart des Français, je vais trouver des solutions alternatives, comme le bus. Ça peut remettre en question mon stage. Ce TGV transporte principalement des travailleurs qui font quotidiennement l'aller-retour entre Paris et Arras. Comme Aurélien, leur emploi du temps risque d'être fortement chamboulé. La ligne est particulièrement impactée par cette première vague de grève. Demain, un seul train circulera dans le sens aller, un seul également dans le sens retour. La journée de mercredi ne s'annonce guère mieux. Tous les trains sont affichés complets en attendant les préavis de grève du personnel. Nous nous engageons à donner 17h la veille tous les éléments d'information pour que les voyageurs puissent savoir si leur train circule ou pas. Partout en France, le trafic ferroviaire sera perturbé. Pour les TGV et les intercités, seulement un train sur 8 en moyenne en circulation. Du côté des TER, un train sur 5 sera assuré. En cas d'annulation, la totalité des billets sera remboursable. En région parisienne, se rendre au travail ne sera pas non plus une mince affaire pour les usagers de la SNCF. Le réseau RER emprunté chaque jour par environ 3 millions de personnes s'annonce fortement impacté. Un train sur 2 à prévoir pour le RER A, la ligne la plus fréquentée. Un train sur 2 ou 3 pour les autres lignes. Du côté des Transiliens, un train sur 3 est annoncé. Pour chaque jour de grève, l'entreprise doit informer les usagers sur le trafic au plus tard 24 heures avant le début des perturbations. Il est évidemment fortement conseillé de se renseigner sur les différents sites de la SNCF. Mais d'autres applications indépendantes peuvent aussi vous être utiles, à l'image de Rise, créée par des étudiants en informatique et alimentée par les usagers eux-mêmes. Pascal Largeron. C'est un réflexe désormais systématique pour ce client régulier de la SNCF. Tous les matins, Eric dégaine son téléphone sur le parvis de la gare de Metz pour prendre des nouvelles de son train. Le mien, il est parti de Nancy ce matin à 7h20. A priori, il n'a pas énoncé de retard. Ces infos, ce n'est pas la SNCF qui les lui fournit, mais bien les clients à bord du train, connectés comme Eric sur la nouvelle application Rails. Le fait que ce soit les utilisateurs qui donnent l'information, c'est plus réactif et tout de suite, c'est plus interactif aussi. Le principe est collaboratif. Les utilisateurs dans les trains font remonter les informations en direct. Retard, affluence ou même panne de chauffage, une mine d'informations instantanée dans une application indépendante. Et c'est cet étudiant en informatique qui en est à l'origine. Au départ, un simple projet d'étude, né d'une expérience personnelle lorsqu'il se rendait en stage en train au Luxembourg. On voyait que on arrivait souvent avec du retard, que l'information ne venait pas forcément de la SNCF, qu'on l'avait sur les réseaux sociaux, mais que c'était vraiment très compliqué de la retrouver, qu'il manquait ce côté rapide et facile à trouver. Après de longues semaines de tests sur la ligne Nancy-Luxembourg, l'application a été lancée il y a 1 mois sur toute la France, histoire d'être prêt pour l'heure de vérité, la période de grève qui s'annonce. Des personnes sur les réseaux sociaux notamment
viennent dire « Ah bah faudra installer cette application pour la grève parce que moi je pourrais informer les autres si mon train est là ou non ». Rails est une application entièrement gratuite. Elle enregistre déjà 26 000 utilisateurs réguliers. Cette grève est complètement décalée. La phrase est signée Guillaume Pépi. Le patron de la SNCF poursuit et ne sait pas si elle est supportable pour les Français, car elle va durer un trimestre. Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale sur la loi ferroviaire fustige de son côté l'attitude des syndicats qui font, selon lui, une grève de nuisance. On écoute le député. Maximum de nuisance aux usagers pour peser politiquement et minimum de pertes financières. C'est même assumé par eux aujourd'hui. Et c'est terrible parce qu'effectivement, c'est 4 millions de Français qui vont subir cette nuisance-là. Depuis 2 semaines que je discute quasiment quotidiennement avec les syndicats, c'est qu'on avance sur le fond des sujets. On avance sur la mise en concurrence, on avance sur le statut de la SNCF, sur son organisation, et on avance sur l'amélioration des services publics. Moins d'un Français sur 2 trouve le mouvement justifié et une majorité des personnes interrogées souhaitent que le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme. Les syndicats de cheminots, eux, s'y opposent, notamment sur la suppression de leur statut dès l'embauche, l'ouverture à la concurrence ou encore la transformation de la SNCF en société anonyme, ce qui ouvrirait la voie à une future privatisation selon eux. Et ceci nous amène à notre question du jour. Selon vous, qui va gagner le bras de fer, les syndicats de cheminots ou le gouvernement ? Vous pouvez nous répondre sur notre site M6 Info. Une grève perlée que redoutent les professionnels du tourisme, les ponts du mois de mai étant touchés par les débrayages des cheminots. En revanche, ce mouvement profiterait aux moyens de transport alternatifs, covoiturage et car low cost en tête. Nathalie Lambert, Amélie Duchamp et Alice Fimbel-Bauer. Ce matin à Bordeaux, ce car à destination de Lyon est complet. Ces derniers jours, les réservations des 3 compagnies des cars Macron ont triplé par rapport à la normale. Pour ces usagers, c'est une solution de secours qui a quelques avantages. En pratique, quand il n'y a pas de train, c'est beaucoup moins cher. Oui, c'est moins cher en plus et au moins on est sûr d'arriver à destination à l'heure. Si, on a que cette solution-là parce que même au niveau d'Air France, au niveau des correspondances SNCF, je veux dire, ça serait chaud quoi. 300 cars de cette société seront en circulation demain, soit 50 de plus qu'en temps ordinaire. Sur le site internet, la moitié de ces bus Paris-Lyon affichent déjà complet. Un bénéfice et un coup de projecteur pour ces compagnies low cost, créées il y a 3 ans dans le cadre de la loi Macron. Une aubaine également pour les plateformes de covoiturage comme Blablacar, qui enregistrent 2 fois plus d'inscrits ces derniers jours qu'en temps normal. Et certaines sociétés en profitent même pour faire des promotions. C'est le cas d'Île-de-France Mobilité, qui offrira pendant les 3 mois de grève le trajet à certains passagers. Beaucoup moins d'optimisme dans le secteur du tourisme. Dans cet hôtel à Lyon, les annulations de dernière minute s'enchaînent, et notamment celle de la clientèle business. Le marché est frileux. La réunion, ça coûte des frais à une entreprise et ils préfèrent anticiper et reporter sur des mois futurs, je l'espère. Mais en tout cas, ça gêne effectivement notre chiffre d'affaires d'un mois d'avril. Pour le mois d'avril, le taux d'occupation des hôtels est en baisse de 10 à 20%. Et les demandes de réservation sont à l'arrêt pour les mois de mai et juin, 2 mois très touristiques. Un manque à gagner, estimé dès à présent à plus de 150 millions d'euros. Avant de clore ce chapitre social, je vous rappelle qu'il n'y a pas que les cheminots qui sont en grève. Il y a aussi les éboueurs et les travailleurs du secteur de l'énergie qui profitent de l'occasion pour dénoncer une dégradation du service public. Et puis chez Air France, ce sont une nouvelle fois les salaires qui suscitent la colère du personnel avec une grève à partir de demain et jusqu'au 7 avril, puis une autre les 10 et 11 avril. 75% des vols devraient être assurés. Sur la route, en ce lundi de Pâques, ce sera orange dans le sens des retours dans tout le pays. Alors bien sûr, patience et prudence. Une avalanche a fait au moins 1 mort, 1 disparu et 3 blessés parmi un groupe de randonneurs dans le secteur de Chamonix. La coulée s'est déclenchée en fin de matinée entre 2300 et 2400 mètres d'altitude dans le massif des Aiguilles Rouges. Les secours sont toujours sur place. Les suites de l'enquête sur l'accident de manège qui a coûté la vie à un père de famille de 40 ans et fait 4 blessés avant-hier près de Lyon. L'exploitant du manège, dont la garde à vue a été prolongée, devrait être déféré dans la journée et pourrait être mis en examen. Une information judiciaire va en effet être ouverte pour homicide involontaire et blessure involontaire avec violation délibérée d'obligations de sécurité et mise en danger d'autrui.
Le monde de l'athlétisme français secoué par des accusations de violences sexuelles. 2 entraîneurs nationaux sont concernés. Giscard Samba, dont l'un des athlètes a décroché le bronze au JO de Rio en 2016, fait l'objet d'une plainte pour viol déposée il y a quelques mois par une de ses anciennes athlètes. Le deuxième est Pascal Macha, accusé d'agression sexuelle par une athlète. Les faits remontent cette fois à 2014. La jeune sportive avait à l'époque alerté sa hiérarchie, mais aucune suite n'avait été donnée. L'autisme fait peur autant qu'il fascine. C'est le constat d'un comédien et écrivain, lui-même autiste, auteur d'un essai « Autisme, j'accuse ». Il y dénonce la méconnaissance en France de ce trouble du développement et donc les réponses inadaptées proposées par les autorités. L'autisme, dont c'est la journée mondiale aujourd'hui, est selon lui l'intelligence de demain. Caroline de Juglar, Charlotte Palot et Muriel Drouillat. D'abord, il donne sa définition de l'autisme. L'autisme, c'est une spécificité neuronale. C'est un profil neuronal, c'est une part de la biodiversité humaine. Hugo Rio, diagnostiqué à l'âge de 3 ans, n'a jamais été écarté de l'école comme la plupart des autistes en France. Et c'est selon lui ce qui lui permet de communiquer aujourd'hui. Donc j'ai été dans l'école égalitariste de notre pays, ce qui a été très compliqué, ça s'est d'ailleurs très mal passé, mais pour le coup, j'avais bien conscience que si je ne tenais pas le coup là-bas, c'était l'enfermement qui était préconisé. C'est-à-dire en institut spécialisé. Mais les parents d'Hugo s'y s'accrochent. 30 ans plus tard, l'auteur clame le droit à la différence. Souvent très performants en mathématiques et doués d'une capacité de concentration, les autistes intéressent de plus en plus des sociétés dans le monde, comme la très réputée Silicon Valley. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans votre équipe, vous avez un cerveau qui pense différemment, qui voit les choses différemment, cela vous donne une valeur ajoutée, cela augmente votre performance et ça donne un atout stratégique considérable. Mais environ 80% des autistes restent sans emploi en France, alors le jugement d'Hugo Rio est sévère. L'auteur s'en prend à l'éducation nationale, trop classique, et aux institutions spécialisées. Ces lobbies qui vont continuer d'usurper la parole autiste aussi, qui vont prétendre parler en notre nom, alors que dans leur conseil d'administration ou leurs présidents ne sont pas des personnes autistes. Les autistes qu'ils ont, ils sont enfermés dans leur centre et ils ne sont pas prêts de pouvoir communiquer un jour et de pouvoir développer leur intelligence qui est aujourd'hui murée. Une gestion de l'autisme récemment épinglée par la Cour des comptes qui la juge peu efficace au regard des dépenses annuelles estimées à 6,7 milliards d'euros. Dans l'actualité internationale en Syrie, les premières évacuations de rebelles de la Ghouta orientale, conséquence de l'accord signé hier et validé par la Russie. Il prévoit donc le départ des rebelles et de leurs familles, ainsi que l'abandon de leurs armes. Damas est donc sur le point de reprendre le contrôle de cette zone. Cela marquerait une victoire retentissante pour le régime. À l'issue de 5 semaines d'une offensive sanglante, 1600 personnes ont en effet été tuées. Les mesures de rétorsion de la Chine contre les importations américaines, 128 produits subiront de nouvelles taxes d'une valeur de plus de 2 milliards d'euros. Cela concerne les fruits, la viande ou encore le vin. C'est une réponse aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. La semaine dernière, Pékin avait appelé Washington à renoncer, craignant une généralisation des pratiques protectionnistes dans le monde entier. La station spatiale chinoise Tiangong-1 s'est finalement désintégrée tôt ce matin après 2 années de vol incontrôlé. Le sud de la France avait été évoqué comme pouvant être au bout de sa trajectoire, nous vous en avions parlé, mais c'est finalement au-dessus du Pacifique que la plupart des équipements du laboratoire spatial se sont détruits en entrant dans l'atmosphère. Retour en France avec l'innovation ingénieuse d'un plombier de la région parisienne. Parti du constat qu'utiliser de l'eau potable dans la chasse d'eau est un non-sens écologique, il a mis au point un système qui permet d'exploiter les eaux usées de la douche. Le plombier a lancé un appel au président Macron via une vidéo, message visiblement reçu par l'Élysée. Jean-Claude Frédier, Georges Grosboileau et David Madège. Avec une simple question adressée à Emmanuel Macron. Comment est-ce possible qu'en 2018, nous urinons dans de l'eau potable? La vidéo de Sid Idrissi a été vue plus de 30 000 fois sur les réseaux sociaux. Mais au-delà d'interpeller le président de la République, ce plombier s'est aussi découvert une vocation d'inventeur. Son idée, simple, récupérer l'eau usée de la douche et du lavabo pour la recycler dans les toilettes. Et cela marche aussi pour les collectivités. Dès l'instant que vous prenez votre douche, l'eau est évacuée directement dans notre réservoir, qui est réinjectée directement dans la cuvette des toilettes. Quotidiennement, lorsque vous utilisez vos toilettes, c'est l'équivalent d'un pack d'eau potable, soit 9 litres qui sont évacués. Une aberration pour ce plombier. On économise à peu près 65% de la consommation d'eau, donc ce qui est énorme. Et rendez-vous bien compte, c'est qu'aujourd'hui, on consomme plus d'eau pour aller aux toilettes que pour se doucher. Et je pense que c'est un énorme gâchis.
Sidi Drissi a déjà posé une cinquantaine de récupérateurs de ce type chez des particuliers. Le coût, environ 400 € pour un appartement, de 600 à 1200 € pour une maison avec plusieurs toilettes. Dans son habitation de Melun, Marie-Claude a succombé au dispositif il y a un peu plus d'1 an. Résultat, une impression d'œuvrer pour la planète, mais aussi des économies. Sa consommation d'eau s'est réduite de moitié. Elle a gagné en 1 an 470 €. L'installation pas très coûteuse, ça se fait facilement en plus, ça se voit pas, c'est très discret. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au lieu d'avoir 70 m3 d'eau par an, j'en ai 36. Engagement écologique ou coup de pub. Suite à sa vidéo, Sidi Drissi a été contacté par l'Élysée qui lui a promis un rendez-vous. Le succès exceptionnel maintenant d'une chocolaterie familiale de l'Isère, particulièrement sollicitée en ce week-end de Pâques. Une maison qui collectionne les récompenses avec plus de 20 médailles au concours international du meilleur chocolatier. L'excellence au service de la gourmandise. C'est un reportage d'André Laxalt et Félix Thomen. Voiron, au pied du massif de la Chartreuse. À l'approche de Pâques, c'est ici que Jérôme Espiard se rend chaque année. Alors on est arrivé et on va passer dans la cour qui est derrière le magasin pour la livraison des œufs. Cet éleveur de poules vient livrer un client un peu particulier. Salut Steph, voilà tes œufs. Stéphane Bonnat est maître chocolatier. Ce qui l'intéresse, ce sont surtout les coquilles qu'il va remplir de chocolat. Et c'est les œufs pour aller chercher dans le jardin. Ce qui au départ n'était qu'un simple œuf de poule est maintenant une gourmandise terriblement addictive. On lui a mis une première couche de chocolat de couverture et après, une fois qu'il est dur, on y rajoute un mélange de pralines et noisettes avec encore un petit peu de chocolat noir. Le best-seller d'une famille pas comme les autres, les Bonnat. C'est dans ce même immeuble que depuis 1884, 4 générations de chocolatiers se succèdent pour perpétuer une tradition initiée par Clotilde et Félix. Un siècle plus tard, le père de Stéphane, Raymond, révolutionne la profession en travaillant le chocolat à partir de cépages du monde entier. Le cacao est un produit méconnu. En fait, c'est un fruit qui, suivant le pays où il a été cueilli, le terrain où il a poussé, a un parfum très différent les uns des autres, exactement comme les vins. Il y a des régions et il y a des crus. Aujourd'hui, le nom Bonnat est une référence. Grâce à lui, le monde du chocolat a basculé dans celui de la gastronomie. À 51 ans, c'est désormais Stéphane qui est aux commandes de la chocolaterie et de ses 30 salariés, aidé par sa grande sœur Cécile, la comptable de la famille. Cécile, elle a les clés du portefeuille. Qu'est-ce que vous désirez? La boutique est gérée par Flavie, la sœur cadette. Est-ce que vous aimez ce qui est à l'alcool? En 134 ans, l'endroit n'a presque pas changé. D'où la chaleur, l'ancienneté, la tradition. Ici, tout le monde repart avec son petit chocolat. Le luxe est poussé jusqu'à raccompagner les clients à la porte du magasin. Au revoir madame, merci madame. Bonjour madame, est-ce que l'on vous sert? Et attention, en cas de fausse note, Nicole, la mère de Stéphane, veille au grain. À 80 ans, c'est un peu la gardienne du temple. Ça mérite plus une jaune là, vous inversez là, parce que je déteste le violet moi. Pas question pour elle d'entendre parler de retraite. Depuis que j'ai 80 ans, je ne viens qu'à 9h au lieu de venir à 8h30 le matin. Il y a des gens qui me disent ça vous fatigue pas trop. Ben non, j'ai tellement. C'est pas une fatigue, c'est un plaisir. Ah ouais, il a tout compris, hein. Demain tout de suite, c'est bien. Malgré certains produits 2 à 3 fois plus chers que ceux des industriels, l'an dernier, la maison a vendu près d'1 million de ces tablettes. Celui-là, Mexique. à Mexique, ouais. Et réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros. Merci. L'or des Bonnat, c'est ces fèves de cacao rares. Pour les dénicher, Stéphane passe 5 mois de l'année à parcourir la planète. Vous avez le Venezuela, Madagascar, le Pérou, le Brésil. Certains de ces cacaos d'exception lui ont d'ailleurs valu le titre de meilleur chocolatier du monde. Nous avons toujours été présents aux côtés des planteurs. Ça me permet de garantir une qualité, d'être sûr que ce que j'achète est bien ce que j'ai commandé. L'artisan veut tout maîtriser. Il est l'un des derniers à fabriquer son propre chocolat,
de A à Z. À l'arrière de la chocolaterie, le paradis des gourmands. Ici, lorsqu'on nettoie ses outils, il en tombe des copeaux de chocolat. Pâques n'est que dans quelques jours, alors les employés enchaînent les préparations. On n'arrête pas, ça fait un mois qu'on fait ça. La période représente 25% du chiffre d'affaires annuel de la maison Bonnat. À l'intérieur de cette pièce, on retrouve tous les grands classiques, dont le fameux œuf coquille. Mais au même moment, de l'autre côté de l'atelier, c'est un œuf d'un tout autre calibre qui préoccupe Stéphane. 15 kilos de chocolat à manipuler avec précaution. Celui-là, il va faire 600 km. Voilà. Ça m'arrangerait qu'il arrive en un seul morceau. Stéphane va le présenter dans sa nouvelle boutique parisienne. Même si c'est pas un produit qui est destiné à être consommé, il faut qu'il soit parfait. Alors tout est réglé, au centimètre près. Et à votre gauche, il penche un peu. Ramenez-le vers la gauche, ouais. Le haut vers la gauche. Damien en a encore pour plusieurs heures de travail. Et le résultat va être bluffant. Quelques jours plus tard, l'œuf est arrivé à Paris en un seul morceau. On va y aller tout doucement. Ouais. Stéphane a ouvert cette boutique il y a à peine 5 mois, à 2 pas des Champs-Élysées. On va le poser par là. Et voilà. On a fait 600 km à la vitesse d'une tortue au galop. Oh, c'est un petit peu stressant quand même. Encore quelques secondes de stress. Et c'est la plus belle avenue du monde qui est à l'honneur. Les garçons ont bien travaillé. Damien s'est lâché, c'est bien. Plaisir de la bouche, mais aussi plaisir des yeux. Ce serait donc ça, la recette miracle des Bonnat. Football avec le succès de Lyon sur Toulouse en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Les Lyonnais l'ont emporté 2-0 grâce à Memphis Depay. Ouverture du score à la 23e minute sur une belle frappe précise. Puis le Néerlandais va inscrire un pénalty juste avant la mi-temps. Après ce succès, Lyon occupe la 4e place du classement. Le podium est toujours constitué du PSG, de Monaco et de Marseille. Avec le lundi de Pâques, c'est l'occasion d'aller faire un tour au cinéma. Et pourquoi pas aller voir une comédie française. Il y en a 4 à l'affiche et elles cartonnent. Les Tuches 3 et La Ch'tite Famille viennent de dépasser les 5 millions de spectateurs. Qu'est-ce que c'est? Un lièvre. Non, vrai. Une taube. Là. Je s'en fous de la couleur. C'est le nom qui veut. Alors, quelle était la dernière à faire plus de 5 millions d'entrées? Eh bien, il s'agissait de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 2014. Le film avec Christian Clavier avait réuni plus de 12 millions de spectateurs. En 2017, sur les 16 films français qui ont franchi le million d'entrées, 10 d'entre eux étaient des comédies. Parmi elles, Red Dingue de Danny Boone a fait 4,5 millions d'entrées, Alibi.com 3,5 millions, Le Sens de la Fête 3 millions, ou à bras ouverts 1 million. Alors quels sont les plus gros succès? Eh bien sur les 10 dernières années, c'est bien sûr Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone évidemment, qui est le film français le plus vu de l'histoire avec plus de 20 millions d'entrées. Vient ensuite Intouchable avec 19,5 millions, Rien à déclarer de Danny Boone encore une fois, puis La Famille Bélier, Astérix aux Jeux Olympiques ou Le Petit Nicolas sont 6 et 7e. Si l'on remonte au-delà des 10 ans, on ajoute La Grande Vadrouille avec 17 millions, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, 14,5 millions, puis Les Visiteurs, 13,7 millions. Sur les 10 films les plus regardés au cinéma en France, 4 sont avec Christian Clavier. Will Smith qui tente de séduire un robot humanoïde, un chien errant au choix révélateur et la vague de soutien aux cheminots sur les réseaux sociaux, c'est la Minute Web de Pascal Melcognan. En ce premier jour de grève à la SNCF, la mobilisation a également lieu sur les réseaux sociaux. Une bataille sur le terrain de la communication. Le hashtag « Je soutiens la grève des cheminots » est le mot dièse le plus utilisé ce lundi. Et certains mettent la main à la poche. Plus de 60 000 € ont déjà été récoltés en solidarité avec les grévistes. De quoi répondre à ceux qui critiquent le mouvement. Un chien entre dans une librairie au Brésil, prend un livre et s'en va. Quelques instants plus tard, un homme rapporte l'ouvrage au titre évocateur « Les jours de mon abandon ». Coïncidence, ce chien errant vit devant la boutique.
Cette histoire est racontée par le magazine sur Facebook. 1 million de vues plus tard, l'animal célèbre sur la toile a été pris en charge. Aujourd'hui, il est prêt à être adopté. Ceci est une boule d'aluminium faite à la main. Cette photo, partagée par un bijoutier japonais, a lancé une tendance sur Internet. Pour relever le défi, il faut du film aluminium, un marteau et beaucoup de patience. Sur les réseaux sociaux, c'est à celui qui réalisera la sphère de métal la plus parfaite. Sur sa chaîne YouTube, Will Smith a mis en ligne son rendez-vous galant avec Sophia, un robot humanoïde. Pas facile de draguer une machine, alors la star tente de se mettre en avant, de l'impressionner avec sa carrière de chanteur. Le problème, c'est que Sophia est dotée d'une intelligence artificielle et d'une sacrée répartie. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Musique maintenant avec Migos, trio de rappeurs américains qui rencontre un immense succès. Leur 3e album, Culture 2, sorti en janvier dernier, s'est classé en tête des ventes aux États-Unis. Migos en concert en juin prochain à Paris dans le cadre du festival Willow Green. Charlotte Prudhomme et Cyril Stadler. Leur venue à Paris il y a quelques jours, Ils sont trop forts. C'est les numéros 1. n'a pas laissé leurs fans indifférents. Ouais, j'ai vu, j'ai touché avec ma main gauche. J'ai déjà même lavé la main gauche. Ce qui suscite ces réactions, c'est Migos, le trio d'Atlanta aux centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. Quavo et Offset sont cousins, Takeoff est le neveu de Quavo, une histoire de famille donc, et pour nous l'expliquer, ils ont choisi de se comparer à des héros de grand écran. Tu connais Transformers ? Chaque personnage a sa propre personnalité et quand ils s'unissent, ils déchirent. Alors on leur a demandé si c'était la recette de leur succès. Mauvaise idée. J'ai la recette, mais tu ne la connaîtras jamais. Ils nous ont finalement répondu par une autre comparaison. C'est comme la recette d'un bon hamburger de chez nous qu'on voudrait voler. Tout est dans la sauce, et là, tu ne peux pas refaire la sauce. Là, tu ne peux pas refaire la sauce, mec. Et leur sauce à eux, elle plaît notamment à Nicki Minaj qui a collaboré sur leur dernier album. Ou encore à Drake, invité sur leur nouveau clip au goût des années 70. Des rappeurs aussi icônes de mode qui aiment ce qui brille. Ils ont d'ailleurs leur propre marque de vêtements qui cartonne dans le monde entier. Un domaine de plus qui ne résiste pas à Migos. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, votre série Scène de ménage. Puis à 14h, le film d'animation Là-haut. Ce soir, vous retrouverez le 1945 de Xavier Demoulin. À demain et bel après-midi à tous sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.